Nous, on offre des formations, on a plusieurs congrès, là, où on peut former les enseignants, puis des fois, ils vont se réunir, un centre de service scolaire, plusieurs profs, puis on va leur donner une formation. Mais maintenant, ce qu'on fait depuis quelques mois, maintenant depuis Noël particulièrement, c'est qu'on va accompagner des équipes écoles qui se lancent. C'est plus les équipes écoles que les équipes de. C'est pas tant les centres de service scolaire qui nous contactent, plus que les Ah, écoles qui se mettent d'accord. ensemble, puis, mettons, des gestionnaires scolaires, des professionnels, des enseignants motivés qui, bon, comment ça va faire. Puis, tu sais, au début, on a essayé de faire un plan pour que ça s'implante, mais finalement, c'est vraiment variable selon les établissements. Fait qu'il il faut vraiment que ça réponde à leurs besoins. Mais ce que le conseil dit pour passer rapidement le message du rapport, c'est qu'il faut dépasser l'éducation par le numérique, donc avec des outils pour éduquer au numérique, donc à la citoyenneté, à l'éthique, à l'esprit critique et à finalement devenir des utilisateurs compétents du numérique et non pas des consommateurs. Et à ce niveau-là, c'est peut-être pas si clair que la pandémie a été un accélérateur. On va le savoir éventuellement. Je ne sais pas ce qu'Alexandra pense. C'est vrai que la pandémie a peut-être bien révélé de façon très aiguë le besoin de cet accompagnement à l'usage averti, éclairé du numérique. Hein. J'ai l'impression. Je pense que ça a montré qu'on aurait dû s'y mettre il y a 10 ans. Compétence numérique fait partie des compétences à développer. Mais par contre, il n'y a pas d'évaluation. Et les professeurs, la première chose qu'ils vous disent, c'est que si quelque chose n'est pas évalué, ce n'est pas enseigné. Le plan d'action numérique, le cadre de référence ne sont pas prescriptifs, ils sont disponibles, mais ils sont en réalité assez peu connus. Alors, ça dépend beaucoup des initiatives personnelles des professeurs et des milieux en réalité. Oui, absolument. Et effectivement, ce n'est pas inscrit dans un cours en soi. Là. On a une révision du cours d'éthique et culture religieuse qui est en cours. Mais dans le fond, la citoyenneté à l'ère du numérique, nous, on veut que ça se fasse dans toutes les matières, qu'on a des profs de toutes les disciplines. Mais comme vous dites, je peux tutoyer, Nadine? Oui, bien sûr. Comme disait Nadine, dans le fond, c'est vraiment variable là, parce que faut qu'ils voient l'intérêt, la nécessité de le faire pour le faire. Dans le fond, c'est un cours. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est pas quelque chose de plus. Il ne faut pas que ce soit vu comme quelque chose à faire d'extra parce que les profs, on est à côté de même, on n'a plus de temps. Là. Mais juste montrer que, regarde, ça se fait vraiment bien. Tu peux développer tes compétences des élèves en même temps que tu adresses ces enjeux-là puis tu développes la citoyenneté à l'ère du numérique. En fait, parce que c'est une chose de savoir se promener sur Facebook et Instagram, c'est une chose d'avoir des vraies compétences numériques. Souvent, on a des étudiants qui rentrent en première année, ils savent à peine remplir un formulaire d'inscription en ligne. Donc, on n'est pas du tout dans la compétence là et dans l'usage intelligent et réfléchi. Donc, nous, c'est sûr que bon, il y a déjà des plateformes de cours, etc., qui existent. Là aussi, c'est beaucoup laissé à l'intérêt des professeurs de développer ça ou pas. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stimule énormément, que j'intègre. Ça change un peu tout le temps. Il y a des effets de mode aussi. Mais après, ce que je me demande, et on sait que la formation des enseignantes n'est pas la même en Ontario qu'au Québec, et je me demande, et c'est vrai que c'est toujours très lent pour réviser les curriculums de formation. On parle de minimum 2 ans avec toutes sortes d'approbations à obtenir. Donc, c'est ce qui explique la lourdeur et la lenteur à réformer la formation des enseignants d'un côté et l'autre de la rivière, je pense. Ouais. Et du coup, c'est vrai que il n'y a peut-être pas suffisamment je peux tout à fait imaginer qu'il n'y a pas assez de préparation de la part des enseignants. Peut-être que ça se base juste sur l'expérience qu'ils ont eue comme étudiants, mais à quel point sont-ils encouragés à développer leurs cours et penser aux compétences des élèves? Enfin, moi, en tant qu'enseignante universitaire, c'est laissé à mon bon vouloir, mes collègues également. C'est surtout sur le domaine du partage, en fait, pour le moment. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est vrai que le gouvernement ontarien en ce moment a investi énormément. Il y a des fonds disponibles pour ça. On est poussé à aller vers là, c'est certain, mais c'est encore au stade de la recherche, beaucoup. Oui. Et puis on a l'impression qu'on saute une étape en parlant déjà d'IA avant de parler juste d'intégrer le numérique dans la pédagogie. On a l'impression que
on est attiré par the new shiny object, comme on dit en anglais, et qu'au lieu de se poser d'abord la question de, en effet, comment éduquer des citoyens à l'ère du numérique, de commencer un peu plus bas, plutôt que Juste de de... comprendre le fonctionnement des algorithmes. Là, tu sais, ça, on le fait avec des petits, là, avec des élèves du primaire. Là, tu sais, tu peux commencer par là au lieu de commencer. C'est sûr, comme tu dis, intelligence artificielle, ça attire des sous, puis tu mets ça dans tes projets. Je le vois à mon niveau, l'IA, c'est de shiny object. Exemple, les enjeux de connectivité, plus tard, on parlera peut-être juste d'infrastructure et Oui. tout, mais on court vers le 5G et le 5G a un potentiel hallucinant. Par contre, on n'a pas encore réparé notre 4G et il y a encore plein d'endroits, 50% du Canada rural n'a pas accès à un Internet de base. Donc, de Greybox, sur quoi on travaillait, on s'est dit, est-ce qu'on a besoin d'inventer une nouvelle technologie? On a toujours besoin de courir vers le nouveau truc, le nouveau gadget qui brille. On avait commencé à travailler en fait avec une équipe sur un petit appareil minuscule, portable, et on s'est dit, est-ce qu'on peut mettre Wikipédia dessus, au complet? Est-ce qu'on peut mettre ces fameux Moodle que certains enseignants utilisent? Est-ce qu'on peut mettre des bases de données, de PDF, de matériel pédagogique, etc., là-dessus, et juste d'avoir un réseau Wi-Fi? Ce que tu dis, en fait, Valentin, c'est que tu as réussi via une technologie finalement pas épatante, justement une technologie Exactement. modeste, de finalement exploiter tout ce qui existait, à la fois avec un petit boîtier qui permet, je crois, de se connecter en Wi-Fi à des ressources qui existent déjà, qui ont le mérite d'exister et d'être gratuites, et donc de ainsi au moins arriver à donner accès à du contenu numérique pédagogique à des élèves qui sinon, finalement, on aurait pu leur créer la meilleure interface du monde. S'ils n'ont pas tout ce qui est bande passante, ils ne peuvent rien faire avec. Voilà. Exact. Et dans certains cas, ça ne veut pas dire remplacer, par exemple, cet appareil-là ne contient pas une copie d'Internet. Il ne faut pas délirer, c'est pas possible en ce moment. Mais si je mets une copie de Wikipédia, de quelques sites Moodle et tout, je suis capable de mettre quelques heures de contenu, texte, vidéo, etc. Et ça veut dire que même si l'étudiant, lui, a accès à Internet, mais c'est limité, mais c'est la différence entre être capable de quand même faire de la recherche sans être arrêté et d'être quand même capable de continuer de discuter sur un appel Zoom pendant qu'il fait un appel avec ses collègues, ses étudiants, etc. Ses camarades. Ses camarades, voilà le terme que je cherche. En tant que soviétique, je devrais connaître le terme camarade par cœur en plus. Mais essentiellement, ça veut dire on peut mitiger les enjeux de connectivité et dire, tu sais quoi, certaines ressources, tu devrais y avoir accès non seulement tout le temps, mais ça devrait être la ressource la plus rapide auquel tu as accès. Et l'autre contexte aussi qu'il faut penser, on parle beaucoup en ce moment des communautés vulnérables. Je suis très content qu'on ressorte beaucoup progressivement ces discussions-là. Mais c'est pas tout le monde, on parlait de retard tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est prêt à être connecté sur Internet. Il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup d'étapes qui ont été sautées et c'est pas un milieu très rassurant pour tout le monde. Et je parle pas juste d'un professeur qui dit, ben moi quand je donne un cours, je veux pas que mes étudiants soient en ligne, qu'ils fassent autre chose parce que je n'ai pas le temps de contrôler un pare-feu, etc. Je parle carrément de certains étudiants qui n'ont pas nécessairement le jugement critique, qui peuvent se retourner à des endroits qui vont pas leur faire du bien, qui sont pas prêts à voir ça, ils n'ont pas cette couche-là. Et l'avantage avec une ressource comme ça, c'est que si on met des ressources dessus, ce réseau-là ne donne que accès à ces ressources-là. Tu pourrais aller sur un autre site, mais ça va charger nulle part parce qu'on ne contient pas cette copie-là. Et ça, c'est un avantage. Finalement, moi, j'aimerais bien que ton boîtier il soit disponible pour tout le monde, pas juste les zones reculées d'Internet. Le fameux petit chariot avec les ordinateurs et tout, ça pourrait être une mesure. La vérité, c'est que ce n'est pas toutes les écoles qui ont un réseau si stable pour plein de raisons. Puis qui ont fait de l'expérimentation cette année, à voir si ça va perdurer, mais on le souhaite parce que c'est pas seulement une question de numérique, l'évaluation, c'est une question, en quelque part, d'apprentissage. Qui ont fait on peut souffler, puis on peut en profiter de cette pause d'une année là, pour revoir le modèle, là, que ça fait des années qu'on le critique. Nous, par exemple, il n'y a jamais autant de profs de notre matière qui nous ont consultés pour revoir leur évaluation que cette année.
pas tellement aimé le rapport sur l'évaluation qui a précédé celui du numérique, mais par contre, sur le terrain, en parlant aux gens, on voit qu'on l'a pas fait, qu'il n'a pas été fait pour rien, là, ce rapport-là. Clairement, il y a un appétit pour ça. Puis à un moment donné, c'est que le numérique révèle les limites. Au fond, tout ce qui va mal est exacerbé par le numérique. Et, des examens à choix de réponse fait à distance en ligne. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils faisaient, les jeunes? Ils les prenaient en photo, l'écran avec les questions circulaient. C'est terrible. Puis je le sais parce que pour eux, c'est tellement naturel qu'ils en parlent ouvertement au café étudiant. Là. Juste l'idée que mon enseignant est un YouTuber, juste le terme, là, l'impact que ça a sur un préadolescent, c'est fondamental. Et oui, j'ai vu beaucoup à différents niveaux les enseignants utiliser ces petites vidéos que des profs plaçaient spontanément. Et puis ensuite, ce que faisaient les enseignants, c'était essayer de trouver des exercices ou des questions qui correspondaient aux vidéos. Alors parfois, ça fonctionnait plus ou moins bien. Donc oui, moi, je suis absolument contre les examens sur table en fin de semestre. Je milite depuis des années contre ça et j'espère vraiment, comme l'a dit Nadine, tous les mauvais côtés sont exacerbés et j'espère que ça va aider tant au milieu du primaire, en fait, au post-secondaire, ça va aider à montrer que on cherche, oui, à évaluer les compétences et non pas certaines connaissances très spécifiques qu'on va sans doute oublier très rapidement. J'entends quand même donc des approches assez révolutionnaires là, multimodales, comme dit Alexandre dans la conversation. Et je vois qu'il y a des remarques intéressantes dans la conversation. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, évidemment, je crois qu'on ressort de cette discussion le défi de faire évoluer un système. Et je vous remercie vraiment pour cette conversation parce que moi, personnellement, ce qui m'inquiète quand je vois la lenteur de l'évolution, c'est quelque part la concurrence d'acteurs du secteur privé qui ne sont pas gouvernementaux et qui, eux, qui ne sont pas tous comme Khan Academy, c'est-à-dire qui ne sont pas quand même avec une vision éthique de comment ils vont délivrer un enseignement. Et ce que je vois comme défi, c'est de ne pas avoir des familles qui sont attirées par des offres privées de plus en plus, très bien packagées, très bien présentées, avec toutes ces meilleures pratiques, et que du coup, l'école publique perde une partie de ses élèves parce qu'elles sont attirées par des personnes qui adoptent cette pédagogie un petit peu différente, notamment à partir du moment où les gens ont un peu changé, réorganisé leur vie après la pandémie et se sont peut-être éloignés du centre-ville, donc ont peut-être décidé que leur enfant allait continuer à distance. Enfin, voilà. Je trouve que ça pose beaucoup de problèmes. En fait, ça rejoint une question que j'observe déjà depuis plusieurs années au sein du conseil scolaire dans lequel sont scolarisés mes enfants. Tous les élèves ont accès à un compte Google. Ouais. Et donc, alors mon fils qui a 15 ans, qui se débrouille déjà très bien niveau technologie, il passe ses journées là-dessus. Il est beaucoup plus habile avec un Google Doc. Alors qu'un PowerPoint ou un document Microsoft Word, comment ça fonctionne? Oui. Et là, je me dis, OK, on va avoir d'ici 3 ans, là, j'ai dans ma classe en première année d'université toute une génération qui a grandi. Je maîtrise les Google Docs, mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues. Et je me dis, on a je disais, des élèves qui savent très bien manipuler Snapchat, Instagram, mais qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Et il va y avoir des conflits aussi comme ça. Et pour rejoindre ce que dit Caroline, tous les conseils scolaires ou les écoles ne sont pas harmonisés de la même façon. On peut se déplacer, il y a des familles qui déménagent d'une province à l'autre, etc. Comment on arrive à trouver un vocabulaire informatique, électronique qui soit relativement harmonieux? On parlait de compétences transférables et c'est là aussi qu'il y a cette mainmise possible de certaines compagnies qui… Je ne sais pas exactement comment formuler mon souci, mais oui, il y a certainement des enjeux éthiques là-dessous. Tout à fait. Fantastique sujet. Au fond, on le voit en formation.
on parlait d'université avant, ça pourrait être fantastique sujet d'un panel suivant de certaines compagnies comme LinkedIn, Google, Microsoft qui font des formations d'une extrême bonne qualité, Facebook et tout. J'avais suivi une formation complète de Google sur Coursera. Hey, la qualité de l'enseignement est top. Là, c'est des employés de Google qui parlent de leur expérience, de eux, comment ils en sont venus pour devenir des développeurs. Ils donnent des petits trucs, etc., pour coder, etc. Et ensuite, tu as un cours formel. Et là, au fond, tu as une privatisation de l'éducation, Exactement. mais en même temps plus accessible parce que n'importe qui, soudainement, c'est une privatisation qui baisse la barrière à l'entrée. Tout à fait. Ça, c'est difficile. Ouais, c'est quelque chose. Et le problème, c'est que dans le cas de Google, une partie peut être gratuite pour, quelque part, créer ensuite des futurs consommateurs d'autres services Exact. Google et une audience pour les publicités Google. Donc, Et la seule manière que je vois jusqu'à maintenant comme stratégie qui marche, c'est si on reste en huis clos, si un professeur crée son propre contenu, le partage en personne, si on a tous peur de perdre notre job et chacun on fait notre truc puis on se défend, c'est historiquement pas une stratégie qui marche hyper bien. Ça marche tant qu'il n'y a pas un joueur extérieur. Si on va vers l'idée de dire, vous savez quoi, on va arrêter de réinventer la roue. En ce moment, il y a des professeurs qui inventent un cours, ils inventent une manière d'expliquer pendant qu'on se parle, d'expliquer les fractions. Il y a 50 000 manières d'expliquer des fractions. On n'a pas besoin d'inventer une méthode. Tu pourrais surfer un catalogue, choisir ce qui t'intéresse en fonction du groupe, en fonction du niveau, de tes préférences personnelles. Il faut que ça soit fun aussi pour toi. Et au fond, si on s'ouvre, on est capable d'évaluer ça, on est capable d'aller chercher cet impact-là. Et si on s'ouvre, ça va être plus difficile pour les compagnies d'aller chercher cet espace. Pas très implanté, je pense, au Québec. Déjà, il n'y a pas tant de ressources libres francophones, puis adaptées pour la réalité du Québec. Mais quand on parle de ressources libres, les gens vont dire des ressources gratuites. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissance de cette culture-là. Donc, on ne pense pas à développer dans ce sens-là. Puis je pense qu'il faut y venir aussi, pour avoir déjà développé des trucs. Moi aussi, ça m'a pris un petit peu de temps à cheminer puis à me dire, OK, oui, je vais le laisser, je vais le mettre disponible puis laisser d'autres personnes faire ce qu'ils veulent avec. C'est un cheminement à faire quand même. Là. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a même pas commencé.